Alors bonjour à tous, je vais rester debout pour le moment. Merci d'être là, merci de votre intérêt pour la technique d'hypnose de Dolores Cannon dont je vais parler aujourd'hui. Alors j'avais prévu un petit PowerPoint, tout ça, sans savoir, parce qu'évidemment je ne me suis pas renseignée, qu'il n'y avait pas de rétroprojecteur ici, donc pas de support visuel, à part mon petit ordi ici. Donc on fera tourner un peu parfois quand il y aura besoin. Donc aujourd'hui, je voudrais parler de Dolores Cannon et de la technique d'hypnose qu'elle a mis au point, qui s'appelle l'hypnose QHHT. C'est les initiales en fait du nom anglais de la technique. Pour les anglophones, en fait, ça veut dire Quantum Healing Hypnosis Technique. On peut traduire textuellement par hypnose de soins quantiques, en fait. C'est une technique de régression, donc de régression dans les vies antérieures. Donc c'est une technique d'hypnose qui est très spirituelle. Et d'ailleurs, pendant toute la conférence, on va aller assez loin. C'est une technique d'hypnose qui est un petit peu perchée, comme on dit. Donc, voilà, vous en faites pas. On va aborder peut-être des théories qui vont un peu loin. Votre nom, madame, s'il vous plaît ? Ah oui. Ok. Est-ce que vous pouvez régler ma lumière, s'il vous plaît ? Alors, en France, elle n'est pas connue encore pour le moment, Dolores Cannon. Pourtant, elle est très très connue dans beaucoup d'autres pays en Europe, notamment dans les pays de l'Est. Merci. Dans les pays de l'Est, en fait partout, en Chine, en Russie, en Asie, évidemment aux États-Unis, en Amérique latine, enfin partout sauf en France, en fait. Voilà, pour faire plus simple. Ben, ça, on ne sait pas vraiment, mais c'est vrai que nous, on a une culture qui commence à découvrir et accepter ce genre de choses. Et alors que les Américains, eux, ça fait déjà très très longtemps, notamment ce qui a trait aux extraterrestres, sachant que Dolores Cannon, elle est très très versée justement dans les extraterrestres, et elle a beaucoup travaillé avec ça. Donc elle a travaillé avec des associations aux États-Unis, le MUFON, je ne sais pas si vous connaissez, c'est le Mutual Foundation OVNI quelque chose. Donc c'est un petit peu, il y a une branche du MUFON en France aussi, il y en a un peu partout. Et donc le MUFON, entre autres, ça existe depuis des dizaines et des dizaines d'années, quoi. Aux États-Unis, ils sont intéressés par les extraterrestres depuis les années 40 à peu près, même avant, quoi. Voilà. Depuis Roswell, c'est les années 50, je crois. Ouais. Donc en France, pour le moment, c'était pas trop notre truc, peut-être, faut croire en tout cas, puisque c'est pas arrivé jusqu'à nous. Sauf maintenant, où ça commence à arriver. Et donc, Dolores Cannon, donc j'ai une petite photo ici. Hop là. C'est une dame donc, qui est née dans les années 30, qui est décédée. Elle est décédée en 2014, à l'âge de 83 ans. Et dans les années 60, en fait, elle participe avec son mari à des expériences, entre guillemets, puisque son mari, lui, était militaire, donc elle était femme de militaire dans la Navy. Et il s'est formé entre-temps à l'hypnose classique pour aider ses proches, en fait, à régler des problèmes, traumatismes, prise de poids, des choses comme ça. Et elle participait, elle, aux séances en tant que secrétaire. Elle notait ce qui se disait. Et donc, il travaillait avec une dame qui était là, elle, pour perdre du poids. Ils ont fait plusieurs séances avec elle. Et comme on peut le faire en hypnose ericksonienne, par exemple, ils allaient régresser dans son enfance pour aller chercher la source du problème. Et puis, un jour, ils se sont dit, qu'est-ce qui se passe si on va plus loin que l'enfance ? Donc, ils ont demandé à cette dame, en état de conscience modifiée, de régresser au moment où elle était bébé, au moment de sa naissance et au moment où elle est dans le ventre. Et après, ils se sont dit, maintenant, va encore plus loin. Et elle s'est retrouvée dans une voiture à Chicago dans les années 20. Donc c'est là, en fait, où ils ont découvert qu'il y avait quelque chose et qu'on pouvait aller plus loin. C'était en 1968. Ça, si jamais ça vous intéresse, cette histoire-là, j'ai fait un résumé du livre qu'elle a écrit en anglais pour raconter ses débuts. J'ai fait un résumé de son livre sur un blog que j'ai aussi, que vous pourrez retrouver sur mon site internet. Il fait chaud et je suis un peu stressée, donc ça va petit à petit, ça va aller. Il est écrit en français ? L'article, oui, mais le livre, non. Le livre, il n'est pas écrit en français. Site internet ou page Facebook ?
Alors en fait, c'est un blog, c'est encore autre chose. J'ai un site internet, j'ai une page Facebook et j'ai un blog. Oui, voilà, ouais. Vous mettez blog. Et même en fait, il y a un accès depuis mon site internet. D'accord. Ouais, sur la page d'accueil, j'ai mis un lien pour aller sur le blog justement. Voilà, donc Dolores Cannon, elle au départ donc était mère au foyer avant tout, et donc dans les années 60, elle a fait cette découverte-là avec son mari. Son mari ensuite, lui, a eu un grave accident de voiture, pas de voiture, pardon, enfin si, il était au volant d'un camion, mais pendant qu'il était militaire. Donc à partir de là, il a tout arrêté en fait, puisqu'il était vraiment handicapé, avec la dépression qui allait avec, et donc il a arrêté de travailler avec l'hypnose. Dolores Cannon a repris sa vie de mère au foyer. Et dans les années 70, 10 ans après, en 78, là, elle a repris l'hypnose. Donc elle s'est formée à des techniques de l'époque, des techniques d'hypnose classique, style hypnose ericksonienne. Et après, petit à petit, elle a mis au point sa propre technique. Donc sa propre technique, c'est elle vraiment qui l'a développée au fur et à mesure des années. J'y reviendrai après, c'était pas le moment de mettre celle-là. C'est elle qui a développé sa propre technique. Au départ, c'était que de la régression. Donc au départ, elle demandait aux gens seulement d'aller dans les vies avant la leur, et c'est tout. Donc c'était des séances classiques, entre guillemets, mais pour elle, à l'époque, c'était déjà un truc énorme, en fait, et aux États-Unis, on parlait pas beaucoup de ce genre de choses. Tout ce qui était New Age, spiritualité, c'était pas encore très présent, même aux États-Unis, quoi. Et puis petit à petit, en fait, elle a commencé à faire de plus en plus de séances, bien sûr, et puis à découvrir de plus en plus de choses, puisque les gens ne régressaient plus seulement dans les vies antérieures, mais ils régressaient sur d'autres planètes. Et ça, elle le raconte très bien, en fait, dans ce livre-ci, Les Jardiniers de la Terre, parce que celui-là, elle l'a écrit en 1993. Donc il a été traduit en français l'hiver dernier, mais en fait, c'est un vieux livre. Et elle raconte donc comment Phil, son cobaye, son patient ou son client, comme on veut les appeler, son sujet, au départ régressé dans des vies antérieures classiques, et puis petit à petit, en fait, à un moment, il s'est retrouvé sur une autre planète. Et il s'est retrouvé dans un paysage qui n'était pas du tout terrestre, donc c'est comme ça qu'on a pu en déduire que c'était une autre planète. Et puis en fait, ça va après de plus en plus loin, parce qu'évidemment, elle ne s'est pas arrêtée là, hein, elle l'a recontacté, ils se sont dit, bon, il y a quelque chose à faire là. Et elle a continué à faire de plus en plus de séances avec lui, et elle les raconte toutes dans ce livre-là, qui est super. Donc éventuellement, pour commencer à découvrir Dolores Cannon, celui-ci est vraiment bien, parce que c'est des concepts qui sont très, comment dire, très différents de ce qu'on connaît, mais elle commence doucement, justement en expliquant qu'au départ, c'était que de la régression, et ensuite on va sur d'autres planètes. Et après, elle prend contact donc avec la conscience de Phil, qui retrouve sa conscience d'extraterrestre et qui lui parle de beaucoup de choses, de la création de la Terre par exemple, et de l'ensemencement de la vie humaine sur la Terre. Voilà, bon ça j'en reparlerai un petit peu tout à l'heure. Vous voyez déjà ça commence, les concepts à être un peu compliqués. Et c'est pas fini. Donc petit à petit, voilà, elle met au point sa technique, et en fait, pendant qu'elle fait ses régressions, même des régressions sur d'autres planètes ou quoi, il y a des moments, des séances, où elle se rend compte que ce n'est plus seulement la personne hypnotisée qui parle. C'est comme s'il y avait une autre conscience qui venait prendre part dans le corps de la personne et qui parlait. Et ça, elle s'en est rendue compte parce que cette personne ou cette conscience qui parlait, c'était pas la même manière de parler que la personne. C'était beaucoup plus sage en général. Le vocabulaire était beaucoup plus classique. C'est un langage qui est moins familier, que ce soit en français ou en anglais d'ailleurs, c'est pareil. Hein. Par exemple, au lieu de dire ça, cette conscience-là dirait cela. Vous voyez, des choses comme ça en fait. Donc elle s'est rendue compte que il y avait un truc qui s'était passé et c'était plus la même conscience qui parlait, et que cette nouvelle conscience, elle donnait des informations que la personne allongée ne possédait pas, ne connaissait pas. Donc voilà, ça aussi, c'est petite découverte sur petite découverte. Tout ça, ça a pris des années pour Dolores Cannon. Et puis, au bout d'un moment, elle a commencé vraiment à travailler avec cette autre conscience qu'elle a appelée le subconscient.
Alors en anglais, le subconscient, c'est l'équivalent de nous, notre inconscient vraiment, hein, pour simplifier, même si on a aussi le subconscient en français, mais voilà. Les Anglais, ils disent moins unconscious, ils disent plus subconscious, quand même. Donc bref, elle utilise ce mot subconscient, mais c'est pas vraiment le subconscient, l'inconscient en fait. C'est une entité qui est au-delà de ça. Supraconscience, tout ça. Elle s'est bornée, elle s'est arrêtée à utiliser ce mot-là, subconscient, qu'elle a avec les diminutifs SC. Donc quand on est praticien, tout ça, on appelle ça le SC. Mais en fait, en français, on pourrait le traduire par une conscience supérieure, le moi supérieur, la conscience universelle, la conscience cosmique, tout ça. Ça, j'en parlerai un petit peu après. Alors, donc, au fur et à mesure de ces centaines, puis milliers de séances, en fait, elle en est venue à rassembler énormément d'informations, puisque les gens voyageaient dans leur vie antérieure, et parfois, il y avait des informations très intéressantes. Parfois, justement, elle est entrée en contact avec les Esséniens qui vivaient avec Jésus à son époque, et elle en a écrit un livre. Voilà. Parce qu'il y avait tellement de séances qui se répétaient, aussi parce qu'elle travaillait avec la même personne à ce moment-là. Et après, elle a fait... Le titre de ce livre. C'est Jésus et les Esséniens. Merci. En anglais. Traduit ou pas? Non. Traduit pour le moment, il n'y a que ces deux-là. Les 3 vagues de volontaires et les jardiniers de la terre. Sachant que Dolores Cannon, elle a écrit 19 livres au total. Donc nous, en français, pour le moment, on n'en a que 2. Il y a quelques années, il y a 20 ans, je crois, il y avait un autre livre qui avait été traduit, qui n'existe plus parce qu'il a été épuisé, la maison d'édition n'existe plus. Mais la maison d'édition qui a traduit ces deux-là, c'est Be Light, qui sont basés à Angers. Be Light. Et elle est en train de mettre en place ce livre dont je parle, qui avait été traduit il y a 20 ans, en liseuse, version numérique. Voilà. Pas en papier, que en version numérique. Et en parallèle, elle est déjà partie sur d'autres traductions de livres et tout ça. Parce que là, il y a du boulot, quoi. Et puis en plus, c'est pas facile à traduire parce que c'est des concepts qui sont très alambiqués, justement, et donc ça prend beaucoup de temps. Et puis c'est des livres qui sont très épais. Hein. Celui-ci, c'est un petit livre, là. Par contre, c'est génial que ce soit en version électronique et pas papier. Je crois qu'elle n'a pas eu les droits pour le mettre en papier, ouais. Bon, il y en a d'autres à venir en papier. Hein. De toute façon, un jour, ça se fera. Voilà, donc elle a eu beaucoup d'informations qu'elle a pu rassembler en divers livres, en fait, à chaque fois avec une thématique particulière. Alors, soit elle travaillait comme ici avec une seule personne, avec qui elle a fait des dizaines et des dizaines de séances, et ensuite elle a pu publier son livre. Soit, comme dans ce livre ici, Les 3 vagues de volontaires, c'est des centaines et des centaines de séances différentes avec des gens différents. En tant que là, du coup, praticienne, thérapeute, où elle recevait vraiment des gens en séance pour les aider, etc. Et elle s'est rendue compte que parmi ces centaines, même dizaines de séances, il y en avait où le contenu des informations se rejoignait, en fait. C'était cohérent. Voilà. Et donc là, elle en a fait un livre de 600 pages avec que des choses qui se rejoignent. Les livres aussi, j'en parlerai, celui-ci en particulier, j'en parlerai tout à l'heure. Donc ces 19 livres, pour le moment, il n'y a que ces deux-là qui sont traduits. Après, il y en a d'autres là énormément. Pour le moment, il y a beaucoup d'informations évidemment en anglais, peu encore en français. Mais les praticiens, voilà, on essaye vraiment de travailler à diffuser le plus possible de contenu en français, traduire des choses, sous-titrer des vidéos qui sont sur YouTube et des choses comme ça. Ou mettre même nos propres séances en ligne sur Internet. Quand, évidemment, on a l'accord de la personne, quand ces séances sont remarquables, parce qu'on ne va pas publier une séance où c'est trop privé, évidemment, ce qui est la majorité des séances. Donc, certaines séances peuvent être publiées pour montrer aux gens le message qui est donné, montrer comment ça se passe aussi. Voilà. Alors, les 2 livres, ça, prochaine diapo, pour ceux qui ne voient pas très bien, c'est juste la photo des 2 livres qui sont là. Hein. Les 2 livres là, donc j'en ai un petit peu parlé de celui-ci, des jardiniers de la Terre, qui parle donc essentiellement de comment les extraterrestres ont aidé la Terre et les humains, comment ils ont hybridé en fait les humains. On parle souvent en préhistoire du chaînon manquant, vous savez, entre une certaine espèce humaine jusqu'à nous.
ça peut s'expliquer éventuellement avec ça. Voilà. Qu'en fait, en nous, on a des gènes, ou après, je ne suis pas biologiste, donc je n'ai pas les bons mots, mais des parties de nous qui sont extraterrestres, en fait. Ce livre-ci, lui, il a été écrit par Dolores Cannon en 2012. Et donc son titre, Les 3 vagues de volontaires et la nouvelle Terre, ça annonce bien le sujet. Les 3 vagues de volontaires, donc en fait, elle parle dans ce livre de 3 générations. Donc 3 générations à l'époque où elle a écrit le livre. Hein, donc ça s'arrête en 2012. Maintenant, vu qu'elle est décédée depuis 4 ans... Oui, c'est ça. Depuis qu'elle est décédée depuis 4 ans, il y a eu d'autres... on peut dire qu'il y a d'autres vagues, quoi, hein, d'autres générations. Donc ces 3 générations, ces 3 vagues-là, la première étant les personnes qui sont nées après-guerre, après la Seconde Guerre mondiale, ensuite dans les années 60 à peu près, et la troisième vague étant ma génération, les années 80, voire même les ados d'aujourd'hui. Toutes ces vagues-là, ces 3 générations-là, en fait, elle a trouvé dans toutes ces centaines de séances qu'en fait ce sont souvent des âmes, des énergies justement venues d'ailleurs dans l'univers pour aider la planète et aider les humains, surtout après-guerre, parce que en fait, il faut savoir qu'autour de la planète Terre, il y a plein d'autres espèces extraterrestres qui nous observent, qui sont là avec nous, mais pour nous protéger essentiellement, pour nous observer. Et quand ils ont vu pendant la Seconde Guerre mondiale les dégâts qui ont été faits avec Hiroshima et tout ça, ils se sont dit que s'ils ne faisaient pas quelque chose, là, on allait à la catastrophe et on allait tuer notre planète, en fait. Ce qui n'est pas du tout le but. Donc, comme il y a une loi universelle qui dit qu'on ne peut pas interférer, donc la loi de non-ingérence, en fait, hein, comme dans Star Wars, Dolores Cannon, elle utilise tout le temps cet exemple-là dans ses conférences. Elle dit oui, c'est comme dans Star Wars, et c'est vrai, dans l'univers, il y a une loi de non-ingérence qui fait que les extraterrestres ne peuvent pas venir nous dire « bon là vous faites n'importe quoi, ça suffit, maintenant on va prendre les rênes ». C'est à nous en fait, et c'est notre but parce qu'on est là pour ça, pour évoluer, pour comprendre en fait que là on est en train de faire n'importe quoi et qu'il faut faire quelque chose. Donc il y a plein d'âmes qui sont venues d'ailleurs ou qui se sont simplement réincarnées avec cette mission-là, de participer à l'éveil des consciences humaines et à la protection de la planète en fait. Et ça a commencé donc avec les premières générations après-guerre. Et d'ailleurs, ça peut faire sens parce que les générations des 68 arts, hein, c'est ceux qui sont nés après-guerre, quoi. C'est un peu les pionniers d'une conscience un peu plus ouverte, quoi. Et après, maintenant, il y a d'autres générations, donc d'autres vagues, avec les ados d'aujourd'hui, les enfants et même les bébés. Et souvent, en séance, moi, quand je reçois des jeunes parents, ils me disent que oui, leurs enfants sont spontanément beaucoup plus conscients et beaucoup plus alertes sur certaines choses. Des trucs tout bêtes, par exemple, ils veulent pas manger de la viande, ou alors ils sont tristes quand on coupe un arbre, enfin voilà, des choses comme ça. Donc ce livre-là est très intéressant, beaucoup de gens se sont retrouvés dans ces témoignages-là. Dans les témoignages que Dolores Cannon a recueillis pour ce livre-là, elle parle essentiellement de gens, d'âmes qui viennent s'incarner pour la première fois sur Terre, en tant qu'humains, pour participer justement à cette émergence de la nouvelle Terre. En séance, personnellement, et je sais que d'autres collègues ont eu la même chose, c'est pas nécessairement la première fois qu'on vient sur Terre. Enfin, je veux dire, les 3 vagues de volontaires, c'est pas que des gens qui viennent pour la première fois sur Terre. Il y a moyen que tous on le soit ici, hein, tout simplement parce qu'on est là pour aider, on est là pour ouvrir la conscience d'une manière ou d'une autre, quoi. Et ça peut se faire par n'importe quel biais, vraiment. Ensuite, en deuxième partie de son livre, elle parle de la nouvelle Terre. Alors la nouvelle Terre, c'est un thème, une notion, un concept qu'on retrouve maintenant chez beaucoup d'autres praticiens, beaucoup d'autres auteurs, notamment Serge Boutboul, qui aussi parle de la nouvelle Terre. Je ne sais pas si vous le connaissez, mais en France, c'est un peu plus connu, lui, forcément. Lui aussi parle de la nouvelle Terre, sans forcément avoir pris ses idées sur Dolores Cannon. Hein. D'ailleurs, je crois qu'il ne la connaissait pas auparavant. Pas trop. Je sais qu'au Salon du Bien-être à Bordeaux, il est venu vers moi parce que j'avais les livres justement, donc il voulait le feuilleter. Lui aussi parle de ce concept-là, et puis quand on regarde sur YouTube, il y a un petit jeune, un jeune
qui a créé une nouvelle chaîne qui s'appelle La Nouvelle Terre aussi. Enfin, tous, il y a beaucoup de choses qui se passent là-dedans. En fait, ce concept-là, c'est justement une terre sur laquelle les humains sont en train de s'ouvrir, sont en train de prendre conscience de qui on est, en fait, tout simplement, de notre côté multidimensionnel, que s'ouvrir à ailleurs dans l'univers, que la vie intelligente, c'est pas que les humains, qu'il y a des énergies qui circulent, qu'il y a des extraterrestres, que les arbres sont vivants, voilà, tout ce genre de choses. Et la nouvelle Terre, c'est aussi ce concept qui veut que la Terre étant un être vivant, elle a des vibrations, comme nous tous. Son taux vibratoire, qu'on peut calculer, augmente de plus en plus en ce moment. Et si on regarde sur Internet, il y a des sites justement qui sont consacrés à ça. On voit que depuis 1 an à peu près, le taux vibratoire augmente, mais de manière exponentielle par rapport à avant où c'était petit à petit. Là, c'est d'un seul coup. Donc, au niveau énergétique, ça fait des choses. Au niveau invisible, tout ça, on s'en rend pas compte, mais ça nous impacte quand même. Notre taux vibratoire à nous change aussi. Si on veut suivre ce mouvement-là, il y a des gens qui résistent. Et il y en a de plus en plus, de même qu'il y a de plus en plus de gens qui augmentent leur taux vibratoire. Donc ça, c'est un autre sujet. Mais plus il y a de lumière, et à l'inverse, il faut qu'il y ait plus d'obscurité aussi pour garder l'équilibre. Donc voilà, la Terre, elle est en train d'augmenter au niveau vibratoire, et petit à petit, du coup, on va passer vers une nouvelle Terre, entre guillemets. Alors ça reste un concept un peu difficile à intégrer pour nous, nos cerveaux humains. Mais voilà, plus on monte en vibration, plus les choses s'allègent, plus nos vibrations montent aussi, et donc notre conscience se modifie, notre corps se modifie petit à petit. Peut-être que parmi vous, il y a des gens qui sont végétariens depuis peu, par exemple, ou crudivores depuis peu, parce qu'il y a une nécessité de manger plus léger pour certains. Pour d'autres, ça peut être justement s'ouvrir à la spiritualité, s'ouvrir à l'énergétique, des trucs tout bêtes du quotidien en fait. Boire plus d'eau, je sais pas moi, manger des légumes plus frais, enfin voilà, c'est des trucs tout bêtes en fait qui impactent notre corps. Et notre corps du coup change ses propres vibrations en fait. Donc tout ça évidemment c'est énergétique. Ça, on le sent pas vraiment si on n'en est pas trop conscient. Plus on en est conscient et plus ça change évidemment. Donc petit à petit, cette nouvelle Terre, elle va vraiment être, d'après les écrits et les séances de Dolores Cannon, elle sera beaucoup plus lumineuse et beaucoup plus positive. Voilà. Ça, évidemment, il n'y a pas de notion de temps, on ne sait pas quand est-ce que ce sera. On voit qu'en séance, en fait, ça commence déjà maintenant. Voilà. Cette nouvelle Terre, certains disent aussi, et Dolores Cannon le dit aussi, qu'elle est dans la 5e dimension. Voilà. Nous, on est dans la 3D. Mais d'une certaine manière, quand on a une conscience élargie de tout ce qui est subtil, tout ce qui est énergétique, tout ça, on est déjà plus dans la 3D. Vous voyez, quand on fait fonctionner notre esprit, il n'est pas dans la 3D de toute façon, puisqu'il n'est pas palpable. Il est intemporel, il n'a pas d'espace, notre esprit. Nous, on le met dans notre tête parce qu'il faut bien, mais en fait, il est n'importe où, notre esprit. Donc, il n'est déjà pas dans la 3D. Donc, si en plus, on l'expanse, on le fait grandir en prenant conscience de tout ça, il est dans une dimension supérieure. Donc, petit à petit, le reste suivra. Bon, ça, la nouvelle Terre, c'est un sujet où on peut en parler pendant des heures et des heures. Et en plus, c'est assez difficile à percevoir quand même, à comprendre. Et puis, chacun a un peu sa propre théorie. Je vois sur Internet, parce que sur Facebook, on a un groupe consacré à Dolores Cannon en français qui est assez actif. Et il y a beaucoup de gens qui posent des questions sur la nouvelle Terre. Il y en a certains qui sont inquiets même. Et en fait, il faut dédramatiser. En séance, on voit, genre, oui, de toute façon, ça va se faire. Et puis, on y est, et voilà, c'est ça. Enfin, faut pas se prendre la tête, en fait. Dolores Cannon, groupe francophone. Voilà, un groupe Facebook. C'est sur Facebook. Greg Braden, ouais, j'ai pas regardé encore ses travaux à lui, mais j'en ai entendu parler. Je suis pas sur Facebook. Vous n'êtes pas sur Facebook? Après, sur YouTube, il y a beaucoup de choses déjà. Ouais. Alors, je vous avoue que j'ai regardé juste un extrait. Parce que ça après c'est quelque chose de très personnel, mais en dehors de mon travail je regarde pas trop les trucs sur internet
Parce que sinon, après, en fait, on sature d'informations, on sait plus trop où donner de la tête. Et plus ça va, auparavant, j'ai été comme ça, justement, à regarder beaucoup de vidéos, à lire énormément. Et plus ça va, plus je pratique aussi cette méthode-là, plus je m'écoute moi, et moins j'ai envie de regarder des vidéos. Aussi parce que je pratique cette méthode et qu'en séance, il y a déjà des informations, pas toujours, parce que très souvent les séances sont très personnelles, très intimes, donc ça parle pas toujours de notions très extravagantes. Mais voilà, ça suffit. Là, pour le coup, c'est personnel, donc j'ai pas trop regardé ces vidéos à lui, je l'ai vu passer, mais j'ai pas regardé. J'ai regardé, parce qu'effectivement, ça mérite. Ouais. Il travaillait avec Laurent Freeman pour Stop Mensonge. Ah oui, ok. Et Estelle, je sais plus. D'accord, ok. Mais c'est bien qu'en français, il y ait de plus en plus de documents, de matériaux, enfin de choses à regarder à ce sujet. C'est un petit jeune, je crois qu'il a même pas 18 ans. Ouais. Sinon, il fallait la Nouvelle Terre. Sa chaîne vidéo, sa chaîne YouTube, ça s'appelle La Nouvelle Terre. Ah, il a arrêté ? C'est un petit jeune, Ah, ok. vraiment, il est submergé Des gens qui Ouais, ça m'étonne pas. Oui, ça m'étonne pas qu'il ait arrêté parce que c'est vrai qu'il y a des gens qui sont très très virulents sur internet et ça donne pas envie en fait de publier. Mais bon, le problème c'est que après je respecte son choix, mais pour m'être posé la question moi-même, parce que j'ai mis des séances sur YouTube et j'ai déjà eu des gens qui ont des commentaires très 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 méchants, voire insultants en fait. On se pose la question, on se dit bon, ils m'emmerdent en fait, ces gens-là. Donc ça bloque, mais à la fois, j'ai laissé parce que sinon ils auraient gagné d'une certaine manière, inconsciemment, hein, encore que certaines personnes font ça consciemment. Mais donc c'est pas évident, il y a des gens qui sont très très virulents à ce sujet et justement ça montre un petit peu que à mesure que nous on grandit et on fait grandir notre taux vibratoire, même notre conscience, tout ça, à l'inverse, il y a des gens qui sont là pour nous retenir hein, et c'est de plus en plus fort. Hein. Comme vous disiez, la lumière et non. C'est ça. Et souvent je dis aux gens, plus il y a de lumière, plus il y a de moustiques. Donc faut trouver l'anti-moustique. Faut trouver l'anti-moustique adéquate, quoi. Mais bon, pour le moment, c'est ça. Et ça aussi, ça se voit dans tous les milieux d'aujourd'hui. Voilà, donc pour le travail de Dolores Cannon, alors finalement, Dolores Cannon, c'était au départ plutôt une chercheuse quand même. Enfin, elle est évidemment praticienne de sa méthode qu'elle a mis au point, thérapeute, on peut dire. Mais avant tout chercheuse, donc ces 19 livres, c'est vraiment une mine d'informations énorme qui est géniale et vraiment qui mérite d'être connue en France, qui est en train de se faire connaître. Déjà la traduction de ce livre, c'est un pavé dans la mare parce que là on est en plein dans justement les extraterrestres, ça existe pour de vrai et on est tous extraterrestres. Donc il y en a qui se sont pris des baffes quand même en lisant ça, mais des bonnes parce que beaucoup de gens se sont reconnus et se sont dit ça a fait quelque chose à l'intérieur. Ils savent pas quoi, mais il y a quelque chose qui s'est passé, quoi. Donc c'est vraiment intéressant, et puis pour aussi se reconnecter au fait que ce qu'on voit, c'est pas que ça, quoi. Il se passe autre chose, en fait. Et je vois par exemple ce livre-là, Les jardiniers de la Terre, qui parle donc de l'implantation, on va dire, ou l'ensemencement, c'est le mot qu'elle utilise, de la vie humaine sur Terre. Ça remet en question toute l'histoire qu'on nous apprend. Moi, je suis historienne de formation en plus. Hein. Donc là, quand j'ai lu ça et quand je suis dans ce domaine, je me dis ah ouais. Mais c'est génial. J'ai fait toutes ces études pour ça. Mais en fait, non, parce que c'est très bien ça. On peut utiliser les deux. Mais c'est super. Et en fait, c'est juste qu'on se dit mais rien n'est vrai. Après, bon, qu'est-ce que le vrai, blabla, il y a beaucoup de questions philosophiques. Mais ça permet de tout remettre en perspective, de prendre beaucoup de recul. Surtout sur ça, sur l'histoire que nous enseigne à la fac ou à l'école. Voilà, c'est important d'avoir tous ces paramètres-là, de voir celui qui vous parle le plus,
et de faire votre propre, ce qui vous parle à vous, en fait, hein, tout simplement. C'est ça qu'on cherche. Et d'ailleurs, cette technique d'hypnose-là, elle cherche vraiment à ce qu'on se reconnecte chacun avec ce qu'on ressent à l'intérieur pour se faire confiance à nous et arrêter justement de remettre notre pouvoir à l'extérieur. On peut voir quand tout ce pouvoir, entre guillemets, on l'a tous à l'intérieur. Donc ça, c'est le sujet justement suivant que je voulais aborder, c'est la technique en elle-même. Donc comme je vous disais tout à l'heure, la technique en anglais, elle s'appelle Quantum Healing Hypnosis Technique. Donc QHHT, il y a un petit R parce que c'est une marque déposée maintenant. Donc depuis le décès de Dolores Cannon en 2014, c'est sa fille qui a repris le flambeau de l'académie de la Quantum Healing Hypnosis Academy aux États-Unis, dans l'Arkansas. Et je crois que c'est elle qui a dû mettre la marque déposée, hein, ça, je ne suis pas sûre. Mais bref, voilà, il s'est passé beaucoup de choses, donc elle encadre, il y a vraiment quelque chose qui est très encadré par rapport à cette technique, c'est le travail et l'héritage de Dolores Cannon. Alors, cette technique, comme je disais au départ, elle l'avait mise au point bon, pour elle, pour aider les gens, mais aussi parce qu'elle était curieuse et qu'elle voulait en savoir plus sur les vies antérieures et tout ça. Et puis petit à petit, en fait, elle a mis au point sa technique thérapeutique vraiment pour aider les gens et les aider à tous les niveaux. Donc en 2002, c'est comme ça qu'elle a baptisé sa technique et en 2002, elle a commencé à faire des formations aux États-Unis. Voilà. Cette technique, au niveau pratique, en fait, elle se pratique de cette manière. C'est-à-dire qu'on se voit une seule fois, on ne fait qu'une séance. Après, si vous voulez en faire d'autres, comme vous voulez. Mais c'est pas comme une hypnose ericksonienne quand vous venez, par exemple, pour une phobie où on se voit 2, 3, 4 fois. Là, non, en fait, c'est pas la même démarche. Donc, on fait qu'une seule séance, mais c'est une grosse séance, ça dure plusieurs heures. Ça dure entre 3 et 6 heures, la séance. Pour moi, personnellement, ça dure 4 heures. Voilà. Au maximum. Donc, parfois 3 ou 4 heures. Mais c'est plus autour de 4 heures. Ça dépend des gens, en fait. Le but, c'est justement, comme on ne se voit qu'une seule fois, on prend le temps de discuter, de faire la séance et vraiment d'y aller jusqu'au bout, en fait, de récolter le plus d'informations qu'on peut et d'essayer de mettre en place le plus de choses possible. Donc la séance, elle se déroule de telle sorte qu'au départ, on discute. Donc la personne, elle arrive dans mon cabinet. Moi, je travaille au Capu, à Bordeaux. Elle arrive dans mon cabinet et on discute pendant, ça dépend des gens encore une fois, une demi-heure, 1 heure, 1 heure et demie. Il y a des gens qui sont plus ou moins bavards. Voilà, on s'adapte. 1 heure et demie, c'est bien. Au-delà de ça, après, on est tous fatigués. Ensuite, on passe à la partie hypnose. Donc là, la personne s'allonge. Comme ça, elle est bien décontractée, bien installée. Et moi, je m'assois à côté de la personne. Et l'hypnose, c'est comme une relaxation guidée. Je m'assois à côté de vous et on fait une relaxation pour acquérir justement cet état de conscience modifié. Et ensuite, la séance dure assez longtemps aussi. Ça dure entre 1 heure et 2 heures. Voilà. C'est pour ça que ça dure longtemps justement pour que l'état de conscience soit de plus en plus profond. Mais ça, c'est très progressif, donc on s'en rend pas toujours compte. C'est juste un état de relaxation en fait. C'est souvent à la fin quand les gens réouvrent les yeux et me disent genre, ah oui, en fait, j'étais bien... J'y étais là. Hein. Oui, bah. Et ça permet de régler des problèmes, des limitations qu'on peut avoir. Ça peut régler beaucoup de choses Ouais. et ça peut aider pour beaucoup de choses. En fait, il y a vraiment... Comment ? Ça nous reconnecte. Moi, c'est comme ça que je vois vraiment cette technique. Ouais, c'est vraiment une reconnexion. Déjà, simplement, ça reconnecte nos deux cerveaux. Et l'hypnose, en général, c'est ça. Quelle que soit la technique ou l'approche, on reconnecte nos deux cerveaux. Notre cerveau gauche, qui est lui plus analytique, celui qui calcule, celui qui sait qu'aujourd'hui, on est... Ah, mon cerveau gauche n'est pas branché. On est samedi. On est samedi 30, voilà. Voilà, c'est celui qui sait, qui est là, quoi, hein, qui est dans notre vie de tous les jours, qui régule notre vie pragmatique. Le cerveau droit, c'est celui qui imagine les émotions, l'imagination, les rêves, la fantaisie, et puis c'est aussi la créativité, voilà. Et très souvent, c'est surtout notre cerveau gauche qui travaille quand même. Pour notre vie quotidienne, on en a besoin quand même, il est très important. Mais malheureusement, dans notre société, on a eu tendance à minimiser le cerveau droit, en nous disant que l'imagination c'est pour les enfants, que c'est n'importe quoi, que ça veut rien dire, alors que l'imagination c'est
C'est tout, en fait. C'est tout. Voilà. Il n'y a pas de mots. C'est la vraie vie. ouais. Il faut que ça soit matérialisé, mais c'est ce qui préfigure en tout cas avant que ça C'est soit. le monde des idées, en fait. Vous voyez, Platon il disait ça, le monde des idées, Ouais. c'est le monde de l'imagination. Et avant que les choses prennent forme, elles sont dans le monde des idées. Donc tout est là. Tout est dans ce monde-là avant d'être ici. Mais nous, on est que là, en fait. Donc on a perdu la connexion justement avec ce monde des idées. À la limite, il n'y aurait pas de matériel s'il n'y avait pas ça. Oui, aussi. De toute façon, tout est lié. C'est Tout va ensemble. Ouais, tout va ensemble. Donc ça permet, oui, de reconnecter vraiment déjà les deux cerveaux. Et puis les gens aussi se reconnaissent souvent en se disant, genre, tiens, il s'est passé quand même un truc en moi. Et vu qu'en hypnose, on ne dort pas, hein, les gens sont réveillés, ils sont conscients de ce qui se passe, tout ça. Et donc, ils sont conscients de ce qui s'est passé au moment de l'exercice d'hypnose. Donc, on s'en souvient après. Et puis, quand on fait l'expérience de quelque chose, c'est engrammé à l'intérieur de nous. Donc, ensuite, cette connexion, elle est là. On peut la cultiver ou pas. C'est au choix de la personne, mais de toute façon, il y a toujours quelque chose. Donc, pour ça, déjà, rien que ça, c'est une super technique. Après, pour parler vraiment de la technique purement, parce que tout à l'heure, j'aimerais bien vous parler de ma pratique à moi qui a évolué en fait depuis que j'ai été formée à la technique de Dolores Cannon. Aux États-Unis, tu as été formée ? Non, j'ai pas fait la formation aux États-Unis. Alors du coup, puisqu'on en parle là, donc pour se former à cette technique-là, il faut parler anglais pour le moment. Donc moi, je parle anglais parce que j'ai vécu à l'étranger quand j'étais plus jeune. Parler anglais fluently ? Après, l'important c'est de le comprendre surtout parce que t'as pas besoin de parler, mais t'as besoin de tout comprendre. Donc si t'es pas à l'aise à parler, c'est pas grave. Par contre, c'est vrai qu'après, pour entretenir un contact avec l'académie, il faut écrire des mails en anglais. Pour faire partie des forums avec les autres praticiens, c'est en anglais. Puisque tout est aux États-Unis, quoi. Donc, pour le moment, c'est en anglais. Soit il faut aller aux États-Unis, soit il faut aller en Angleterre, parce que je crois qu'une fois par an ou une fois tous les 2 ans, ils se déplacent, Julia Cannon se déplace en Angleterre pour faire la formation. Soit sinon, depuis peu, ils ont créé un module de formation en ligne. Donc en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont filmé Dolores Cannon de son vivant évidemment, pendant qu'elle faisait la formation. Et ils ont retranscrit tout ça sur vidéo en fait. Et donc c'est comme si on y était, quoi. Ils ont mis une caméra dans le public et pendant que Dolores Cannon parle, et voilà, on est avec les autres, quoi. Donc la formation en ligne est très bien faite. Et vous n'avez pas Moi j'ai fait la formation en ligne. Pardon. Mais vous n'avez pas le droit d'enseigner ? Ah non, non. Il faut être habilité par Julia Cannon, par l'académie, tout ça. Et pour le moment, il y a que elle et 2 autres personnes, 2 autres américaines, c'est tout. Hypnothérapeute en préambule ? Pas forcément, non. Alors moi, personnellement, j'étais déjà en humaniste. Ça aussi, j'en parlerai un petit peu plus loin. Donc c'est une technique qui est un peu plus classique, on va dire. On est plus proche d'une psychothérapie. Ça m'a beaucoup aidé pour faire la formation en ligne ensuite. Voilà. Je parlerai après de mon cursus. Non, il n'y a pas de prérequis en fait. Tout le monde peut faire cette formation-là. Après, moi personnellement, vraiment, je conseille de faire une formation en hypnose ericksonienne ou hypnose humaniste, mais de préférence ericksonienne parce que c'est les mêmes outils. Alors qu'en hypnose humaniste, c'est pas les mêmes outils. Par contre, en hypnose humaniste, on a tout un background de notions en psycho. Et ça, c'est super. Personnellement, c'est ça, moi, qui m'a aidé le plus. En ericksonienne, il y a un peu de ça aussi, mais l'outil, par contre, est vraiment bien en ericksonienne, quoi. J'en parlerai tout à l'heure. Donc, la technique vraiment en elle-même de Dolores Cannon, en gros, voilà, l'hypnose dure 2 heures, elle est en 2 parties. C'est en continu, hein, on ne s'arrête pas dans les 2 heures. La première partie, c'est tout ce qui est régression dans les vies antérieures. En fait, ça peut être n'importe quoi. Parce qu'à partir du moment où on termine l'induction, donc l'induction en hypnose, c'est le speech que moi je fais pour vous accompagner en relaxation. À partir du moment où on a fini l'induction, moi je vous dis, ok, maintenant vous êtes là et dites-moi. Voilà. Dites-moi ce que vous percevez, dites-moi ce que vous imaginez, justement. C'est comment pour vous ? Et là, vous pouvez me dire,
c'est la montagne, il neige, il fait froid, et puis j'ai des bottes de ski, et ok, très bien, est-ce que vous portez un pantalon? Oui, alors je porte un pantalon en cuir, enfin, je dis n'importe quoi. Et on continue comme ça petit à petit. Donc à partir de là, plus aucune suggestion de ma part. Je suis juste là pour vous aider à tirer le fil de la pelote de laine, en fait, en vous demandant de me décrire à chaque fois ce que vous percevez. Et percevoir, ça peut être plein de choses. C'est percevoir, c'est imaginer dans sa tête, voir dans sa tête, entendre dans sa tête, sentir dans sa tête, les émotions, les ressentis, les impressions, en fait. Ça dépend des gens. Il y a des gens qui sont très très visuels, donc pour eux, ils vont imaginer visuellement plein de choses très facilement. Puis il y en a d'autres qui sont, comme on dit, kinesthésiques. C'est les gens qui ressentent beaucoup. Les gens qui vont avoir des sensations, des impressions. Ils vont pas voir très bien, mais ils savent qu'il fait froid. Et ils savent qu'il fait nuit parce qu'ils le sentent et il fait humide. Et puis ils savent qu'ils ont des bottes parce que c'est lourd aux pieds. Vous voyez ce genre d'impression-là. Et comment faire la distinction entre cet état et notre volonté d'imaginer? Alors, il y a une différence, c'est que quand là, par exemple, en ce moment même, vous voulez imaginer, vous allez chercher quelque chose. Vous allez chercher à imaginer, par exemple, je vais chercher un éléphant rose. Dans cette séance d'hypnose, ça vient. Voilà. Vous voyez, c'est le chemin inverse. Et donc, ce qui vient, cette montagne, la nuit, la neige, les bottes de ski, tout ça, c'est ce qu'on vous envoie. Alors, en hypnose de Dolores Cannon, on considère que ce qu'on vous envoie, c'est votre conscience supérieure, justement. Ça pourrait très bien être l'inconscient aussi, et, enfin, beaucoup d'autres strates. De toute façon, quand on parle de conscience, c'est un sujet très vaste, et il y a beaucoup de gens qui ont des théories différentes, et à la fois tout se complète. Donc, à vous de voir ce qui vous parle le plus. Ça peut être votre inconscient, ça peut être votre intuition, ça peut être vos guides, ça peut être votre conscience supérieure. On vous envoie ces informations-là, cette montagne, la neige, la nuit, tout ça. Peut-être que c'était pour vous expliquer que dans une vie antérieure, vous aviez vécu à la montagne et que c'est pour ça aujourd'hui que vous aimez les Alpes et le froid, et voilà, des trucs tout bêtes, par exemple. On continue comme ça, et donc la personne, en fait, va développer un petit peu ce film. Ah, maintenant, donc avec mes bottes de ski, je mets mes skis, et puis je me vois en train de descendre, puis hop, j'ai un accident, je me prends un arbre et je meurs. Ok. Donc là, voilà, la personne a revécu une mort dans sa vie antérieure. C'était une information qu'on lui a envoyée et qu'elle devait savoir. Voilà. On estime que tout ce que la personne reçoit pendant la séance, c'est des choses qui sont appropriées pour elle au moment de la séance. Et moi, c'est pas des choses que je vais chercher. Voilà. Donc je vais pas vous dire, ok, imaginez une montagne, imaginez des bottes de ski, imaginez que vous vous crachez dans un arbre. Non. Ça vient tout seul, en fait. Voilà. On fait ça pendant un moment. Ça peut être des vies antérieures, mais ça peut être votre vie actuelle, ça peut être des vies futures, et ça peut même être aussi des choses qui sont beaucoup plus abstraites. Ça peut être dans l'espace, ça peut être flotter dans du bleu, et on n'a pas de corps. Ça peut être n'importe quoi, en fait. L'important, c'est vraiment de considérer que ce que vous percevez, c'est ce que vous deviez percevoir à ce moment-là, et c'est qu'il y a une information pour vous, même si elle est très subtile. Il y a des gens, par exemple, qui vont expérimenter du noir. Quand je leur dis qu'est-ce que vous percevez, ils me disent je vois rien, c'est tout noir. Ok. Est-ce que vous avez l'impression d'avoir un corps physique? Si par exemple vous voulez imaginer vous toucher, est-ce qu'il y a un corps? Non. Ok. Donc cette personne, elle expérimente le vide, en fait. Et nous, le vide, on ne connaît pas vraiment, en tant qu'humain, dans un corps, tout ça. Et faire l'expérience du vide, c'est en soi une expérience spirituelle aussi. Et il se passe des trucs dans le cerveau aussi. Bon, après, là, moi, je suis pas physio, voilà, mais le vide, c'est aussi de l'énergie. Et puis, en soi, c'est point. C'est tout. C'est ça, quoi. Ça fait partie de nous, ça fait partie de l'énergie de vie, tout ça. Oui. Oui, je vais le voir cet été en conférence. Ah ouais? Oui, il passe à Bordeaux. On va se retrouver. Le 16 juillet à Villeneuve-d'Ornon. Ouais. Nassim Haramein, c'est un physicien. Physicien quantique. Et en fait, toutes ces théories sont super passionnantes parce que ça allie
la physique quantique, parce qu'il est vrai physicien quantique, hein, universitaire, tout ça, mais toutes ces théories rassemblent des notions spirituelles, énergétiques, tout ce qui est géométrie sacrée, des choses comme ça. Il les explique avec ces théories, et donc c'est super intéressant. Ouais. J'ai la conférence, je sais plus. D'accord, bah, je regarderai un peu ces vidéos alors. Oui, il vient le 16 juillet à Bordeaux. C'est pas à Gradignan, c'est à Villeneuve-d'Ornon. La première place, Au Cube. Déjà. Au moment où on a su, un mois et demi ou 2 mois, au moment où on a su qu'il passait. Quoi. Dès que j'ai su. Regardez sur Internet. Alors, voilà, donc avant tout, hein, la technique de Dolores Cannon, c'est une technique de régression dans les vies antérieures. Donc c'est vraiment une technique spirituelle, c'est-à-dire que si les gens m'appellent en me disant, j'ai eu un traumatisme étant petit et je voudrais soigner ça, je fais, ok, mais quelle est votre vision des choses? Voilà, si c'est vraiment juste ça, je dis, écoutez, allez voir un thérapeute en hypnose ericksonienne alors. Si la personne me dit j'ai eu un traumatisme en étant petit parce que je pense avoir fait une EMI ou c'est ça, et voilà, et depuis je suis connectée, bref, voilà. Là je dis ok, ça c'est la technique est pour vous, alors on est en plein dedans. Mais si c'est vraiment juste quelque chose de très terre à terre ou concret, c'est pas, enfin, la technique marchera quand même, mais ça fera pas sens pour la personne, donc c'est pas pertinent. Ça peut éventuellement lui apporter quelque chose, c'est sûr, mais après, c'est pas forcément le bon outil pour ça, en tout cas. Là, on est vraiment dans une technique d'hypnose spirituelle où on cherche à comprendre des choses, où on cherche à donner sens à des choses, à des questions qu'on se pose. Donc on peut régresser dans des vies antérieures, on peut progresser dans des vies futures, on peut aller voir dans sa vie actuelle, si c'est nécessaire, c'est qu'il y a quelque chose à y voir ou à y comprendre. Et on peut aussi aller dans d'autres dimensions, d'autres planètes. On peut même être dans des corps qui ne sont pas humains, évidemment, sur d'autres planètes, en général, on n'est pas humain. Dans d'autres dimensions, parfois, on n'a pas de corps. On peut même être des animaux, on peut être tout. Sur la Terre, hein, certaines personnes peuvent régresser en tant que végétal, en tant que minéral, humain. Et ça rejoint les théories bouddhistes un peu, où on passe par tous ces stades, en fait, de la réincarnation. Donc on a tous été ça à un moment. Est-ce que ça a un lien avec les annales akashiques, des choses comme ça? Alors, il peut y avoir, c'est-à-dire qu'en séance, certaines personnes peuvent régresser ou en tout cas aller dans les annales akashiques, c'est-à-dire que la personne me dit tiens, là je suis dans une bibliothèque, ok, il y a de grandes chances que ce soit la bibliothèque des annales akashiques parce qu'au niveau du visuel, c'est souvent représenté comme une bibliothèque. Et après, dans la deuxième partie de l'exercice d'hypnose, quand on va chercher à prendre contact avec ce que j'appelle la conscience supérieure de la personne, on peut considérer que cette conscience supérieure, c'est en même temps les annales akashiques. Puisque cette conscience supérieure, c'est... Alors, ça, c'est un autre... Voilà, qu'est-ce que la conscience supérieure? Donc, il y a plein de synonymes. Ça peut être le moi supérieur, ça peut être le moi profond, ça peut être l'âme aussi. Ça peut être le soi supérieur, ça peut être le soi tout court. Le soi, par exemple, c'est comme ça qu'appelle la conscience supérieure Jung, qui est justement un psychanalyste super intéressant, que je vous conseille vraiment de lire, qui a influencé justement l'hypnose humaniste que j'ai pratiquée en premier. Donc Jung, qui est un psychanalyste qui était en même temps que Freud, au départ ils étaient amis, et puis ensuite c'était la guerre. Et Jung a fait une expérience de mort imminente, il était très très spirituel, il a écrit des essais sur l'alchimie, sur les mandalas, tout en étant un scientifique à la fac en recherche en psychanalyse, donc il est passionnant. Et lui, justement, parlait du soi comme cette partie de nous qui est connectée en fait au cosmos. On peut aussi appeler cette partie de nous l'intuition, tout simplement. Ça, c'est peut-être plus facile pour faire comprendre un peu ce que c'est. L'intuition, vous savez, on a tous eu des moments comme ça, où on se dit, tiens, je vais prendre cette bouteille d'eau, là, j'ai pas soif, mais je sais pas, je vais la prendre. Et puis on se retrouve à 30 degrés en plein soleil, à attendre le bus, et on dit, j'ai bien fait de prendre la bouteille d'eau. Des trucs tout bêtes. Ou alors même, ça peut être des trucs plus importants. Tiens, aujourd'hui, je vais aller acheter du pain, mais cette fois, je vais pas y aller en voiture.
Ben heureusement parce qu'il y avait des bouchons. Vous voyez, des choses comme ça. Notre intuition, c'est cette partie de nous qui est sage, qui sait des choses et qui sait des choses pour notre bien. Souvent, enfin en général, quand on écoute son intuition, faites-en l'expérience parce qu'il n'y a que comme ça de toute façon qu'on est convaincu de ça. C'est toujours bien. Même si au début on comprend pas, on se dit putain, j'ai pas pris ma voiture et finalement j'aurais dû parce que je suis en retard maintenant. Et ben oui, mais finalement, peut-être que plus tard, ça va déboucher sur quelque chose de positif pour vous. Et cette intuition, c'est très subtil. C'est pas une voix qui vous dit ne prends pas ta voiture. C'est à l'intérieur, quoi. C'est une envie. J'ai pas envie de prendre ma voiture. Voilà. C'est une envie, quelque chose comme ça. Et c'est ça qu'on va chercher justement pendant la séance d'hypnose régressive quantique de Dolores Cannon. Donc, pour revenir à la séance, au déroulement de la séance, donc pour la deuxième partie, on se déconnecte des vies antérieures, on respire, voilà, on se connecte ensuite à son cœur, on se connecte à la lumière et on se connecte à la source. Voilà, et la source, elle est déjà là en fait. Mais le fait d'être dans cet état de conscience, on ressent encore plus. Et d'ailleurs, très souvent, quand on fait ça, les personnes me disent « Ah oui, je sens là. Ouh là là, je sens vraiment de l'énergie, les mains qui picotent, ou des choses comme ça. » Et donc, une fois qu'on est connecté à ça, moi, je demande l'autorisation de pouvoir poser les questions à cette conscience supérieure. Les questions, c'est celles que la personne m'amène en séance. Et les questions, ça peut être n'importe quoi. Pourquoi je suis une femme, pourquoi j'ai un travail comme ça, qu'est-ce que je peux faire pour aider mes enfants, quelle est ma mission de vie, combien j'ai de vie antérieure, pourquoi je suis allergique au pollen, ça peut être tout ce qu'on veut. De toute façon, on peut toujours poser les questions, ils choisissent de répondre ou pas. Alors je dis « ils » et je parle au pluriel parce qu'on ne sait pas vraiment ce que c'est. On ne sait pas combien ils sont non plus. Mais il faut avoir des questions. Non. Voilà, c'est... Alors c'est accueillir ce qui doit... Oui, tout à fait. Ça fait partie du protocole que d'amener les questions, mais en effet, il y a des gens qui ne veulent pas en fait venir avec des questions. En plus, c'est volontaire et c'est pas plus mal parce que ça évite les attentes et du coup, ça évite les déceptions aussi. Mais de manière générale, les gens viennent avec des questions, qui en est une ou 20 en fait. Bon, en général, moi je dis 15 maximum, avec 3 catégories. Santé, donc tout ce qui est lié au corps, relationnel et professionnel, et spirituel. Et pour chaque catégorie, maximum 5 questions. Voilà. Parce qu'au-delà de ça, après, c'est trop mental. Il y a des gens qui vont se dire, tiens, je vais en profiter pour demander des choses qui sont pas si importantes que ça, finalement. Pourquoi ma sœur est ma sœur bon. On dit masseuse. Aussi. Même s'il peut y avoir une explication à tout, parfois c'est pas important de tout savoir en fait. Et de toute façon, quand on pose la question à la conscience supérieure de la personne, si c'est pas important, ils répondent pas. Voilà. Ou même ils vont le dire, c'est pas important pour le moment. Alors quand ils me disent les choses, la personne donc est toujours allongée sur la table de massage, je dis ça parce que dans mon cabinet c'est une table de massage, toujours réveillée. Donc elle toujours c'est ce qui se passe, si elle veut elle peut ouvrir les yeux à tout moment et partir quoi. C'est pas conseillé parce que un peu dans le coltard. Ça paraît pareil. Alors en fait, on va connecter la personne à sa conscience supérieure, même si vous êtes tout le temps connecté à votre conscience supérieure, vu que c'est votre intuition. C'est cette partie de vous qui fait que quand vous parlez avec un ami qui va pas, vous allez lui donner des conseils par exemple. Cette partie de vous qui est sage, qui sait ce qui est bon pour vous parce que vous le ressentez. Je sais pas, je reprends l'exemple des végétariens, je sens que c'est bon pour moi d'arrêter de manger de la viande parce que je sens que mon ventre est mieux quand j'en mange pas. Vous voyez, c'est cette partie de nous qui s'écoute en fait. Donc, consciemment, on va aller la chercher pendant la séance d'hypnose. Et je demande à la personne si je peux parler à sa conscience supérieure. Mais à ce moment-là, je m'adresse à sa conscience supérieure pour marquer la différence vraiment, et je parle plus vraiment à la personne. Sauf que c'est elle qui fait le lien. C'est elle qui parle. Ouais. Donc en gros, pour vous dire très concrètement comment ça se passe, moi je pose la question, mettons que la personne que je reçois s'appelle Marie, je dirais est-ce que je peux parler à la conscience supérieure de Marie ?
Et elle va me répondre oui. Parce que c'est elle qui reçoit l'impression que c'est oui. Parfois c'est non, c'est très rare. Mais voilà, c'est elle qui dit ok, oui, je sens que c'est ok. D'accord. Alors là, ma première question, ça va être de demander à sa conscience supérieure pourquoi est-ce que vous avez montré à Marie cette vie antérieure. Quel était le message à comprendre pour Marie aujourd'hui à travers cette vie antérieure. Et ils vont lui dire, il fallait que Marie voie cette montagne avec la neige et le ski et tout ça, pour lui expliquer comment elle était décédée et pourquoi elle a mal au genou. Voilà, par exemple. Ça, parfois, les gens le font déjà le lien au début. Toutes les séances sont différentes, mais là, c'est vraiment pour vous montrer de manière classique, schématique, comment ça se passe. Donc, une fois ces questions-là terminées, on embraye sur les questions de la personne. Donc là, je dis, voilà, Marie, elle aimerait bien savoir... Elle aimerait bien savoir quelle est sa mission de vie, parce que ça, c'est la question qui revient le plus souvent. Et j'en parlerai un petit peu tout à l'heure. Elle aimerait bien savoir, Marie, quelle est sa mission de vie. Et là, ils vont lui dire, réponse classique, Marie est douée pour les soins énergétiques, qu'elle continue, elle est dans son chemin, tout se passe bien, c'est très bien. Ok, voilà. Prochaine question. En même temps, je demande à la conscience supérieure de Marie de faire un scan de son corps, un scan énergétique, pour voir si tout va bien dans son corps. Et si ça va pas, je leur demande de faire un soin énergétique ou de les aider comme ils peuvent. Je demande si Marie peut faire quelque chose pour aller mieux, ce qu'elle peut faire pour se soigner, etc. On termine avec les questions. La dernière question que je demande, c'est est-ce que vous avez un dernier message pour Marie avant de terminer la séance ? Ils vont lui dire quelque chose comme, là pareil, je prends les réponses qu'on entend le plus. On veut qu'elle sache qu'on l'aime, qu'elle ait confiance, elle n'est pas toute seule et elle est sur le bon chemin. Ok, merci, voilà. Et on termine la séance. Et après, Marie ouvre les yeux, elle se lève, elle va boire un petit verre d'eau, on discute un petit peu et la séance est terminée. Elle rentre chez elle et elle dort en général. Voilà, donc ça c'est le déroulement classique de la technique. Après, c'est toujours différent. Selon les personnes, aucune séance ne ressemble à une autre. Voilà, parce qu'on est tous différents. Donc, il faut vraiment, moi en tant que praticienne, pour vous accompagner, que je m'adapte à vous. Et c'est pour ça aussi que c'est important qu'on discute au début de la séance. Pour que je comprenne votre univers spirituel, par exemple. Que je comprenne vos origines. Comment ça se passait dans votre famille, pour essayer de comprendre un petit peu votre situation actuelle. Voilà, pour avoir vraiment un background un petit peu... Parce que pendant la séance, parfois, il peut ressortir des informations, et si moi, je ne sais pas, par exemple, qui est Georges, bon, ok. Ou alors, s'il s'est passé quelque chose d'important dont on n'a pas parlé dans la séance et que ça ressort en séance, c'est pas grave en soi, mais c'est plus confortable que j'en sois avertie. Voilà. Voilà pour la technique. Donc, en général, ça prend plusieurs heures, au minimum 3 heures. Et après, ça peut aller... en fait, il n'y a pas de limite, quoi. Bon, dans les faits, moi, personnellement, ça fait maintenant 1 an que je pratique cette technique-là. Au début, j'ai fait des longues séances, et en fait, c'est fatigant pour tout le monde. Et spontanément, petit à petit, les séances se raccourcissent, et c'est très bien. Et on est à maximum 4 heures et des brouettes, quoi. Entre 3 et 4 heures. Et c'est bien. Parce qu'au-delà de ça... la personne et moi, on est fatigués parce qu'on ne sort pas de la pièce, on ne sort pas du cabinet, donc voilà.